Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion et m'a incité donc à écrire ce livre. Veolia m'a proposé 1 million d'euros pour éviter ce procès qui aurait fait de la publicité à ce livre. J'ai bien entendu refusé. Et sur ce, évidemment, j'ai été licencié et bombardé de procès en diffamation que j'ai tous gagnés. Alors vous êtes à Paris, au bord de la Seine qui coupe Paris en deux. Et c'est justement la gestion de l'eau à Paris qui a été effectivement divisée en deux. La rive sud de Paris étant gérée de 1985 jusqu'en 2009, pendant 25 ans, par la Lyonnaise des Eaux Suez. Et du côté nord de Paris, c'était la Générale des Eaux, ex-Vivendi, aujourd'hui Veolia. Les entreprises françaises Veolia et Suez sont des acteurs majeurs du marché mondial privé de l'eau. En France, ils gèrent 80% de l'approvisionnement en eau. Ces deux grands groupes ne veulent pas entendre parler de privatisation. Ils préfèrent la notion de PPP, partenariat public-privé. Contrairement à une privatisation conventionnelle, le modèle de PPP prévoit que la commune reste propriétaire des installations. Mais leur exploitation est confiée aux grands groupes. Depuis que la privatisation fait de plus en plus de sceptiques, le modèle français de partenariat public-privé remporte un réel succès dans le monde entier. En France plus qu'ailleurs, on en a une grande expérience avec Veolia et Suez. Moi-même étant cadre chez Veolia pendant plusieurs décennies, je m'étais rendu compte donc de cette arnaque du partenariat public-privé qui, notamment en termes de dérives comptables et financières, avait comme conséquence effectivement des augmentations de prix de l'eau très importantes, avec un prix à Paris qui avait, pendant cette présence de 25 ans de ces deux entreprises, avait augmenté de plus de 103% dans les 10 dernières années. Et c'est grâce à cet argent amassé que tout doucement ces entreprises se sont diversifiées dans la filière environnementale d'abord, c'est-à-dire après l'eau, l'assainissement, après l'assainissement, les déchets, puis le transport, puis le chauffage. Et puis à partir de la fin des années 80, ils ont investi les télévisions, les journaux, la musique, la restauration scolaire, les cliniques. Et c'est pour ça que souvent on dit un usager d'une ville gérée par Veolia ou par Suez, chaque jour passe plusieurs fois dans différents secteurs d'activité qui sont gérés par cette entreprise. Région parisienne. Les 144 municipalités qui entourent Paris sont regroupées au sein du SEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Depuis 86 ans, les 5 millions d'usagers de l'eau sont approvisionnés par Veolia. Ici, le prix est encore plus élevé qu'à Paris. Fin 2009, les élus municipaux doivent décider si l'eau reste aux mains d'un opérateur privé ou revient en régie publique. Comme Jean-Luc Touly, près de la moitié des communes se prononcent en faveur d'une gestion publique. Les syndicalistes, en revanche, ne veulent pas lâcher Veolia. Et attends, on va dire de ce que tu faisais avant. Do you know Jean-Luc Touly? Yes, on connaît Jean-Luc Touly. On le connaît très bien. Ouais. Jean-Luc Touly, il ne défend pas les salariés en l'occurrence. J'étais pendant un certain temps le numéro 2 du syndicat CGT
de Vivendi Veolia Eau, moi-même, on m'a proposé un certain nombre de choses, notamment en termes de primes, qui m'auraient permis pratiquement de doubler ma rémunération. Alors, il y en a beaucoup qui ont accepté. Moi, je n'ai pas accepté. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est au lieu de percevoir pour un syndicaliste qui aurait 20 ans d'ancienneté, une quarantaine d'années, l'équivalent annuellement de 30 000 €, bah, cet individu touche 60 000 €. Vous voyez, il double sa rémunération. Ça peut paraître beaucoup à l'échelle individuelle, mais pour une entreprise comme Veolia, si vous multipliez 40 fois 30 000 €, ça ne va pas chercher loin par rapport aux bénéfices colossaux. Donc c'est acheter la paix sociale pour pas grand-chose. Mais les syndicalistes ne sont pas les seuls à s'accrocher à Veolia. Voilà, c'est vous, Touli? Voilà. Ah oui, oh là, je connais votre casier. Ça, alors lui, ça... Ce n'est pas par hasard si M. Santini connaît les dossiers internes de Veolia. André Santini est président du syndicat des eaux et devrait à ce titre mandater et contrôler Veolia. Est-ce que vous pouvez avoir 2-3 questions? Pas personnellement. Les patrons, ce sont les élus. C'est un contrat de régie intéressée. Le syndicat est propriétaire de toutes les usines, de toutes les canalisations, de toutes les installations, même des crayons. Et la société qui, aujourd'hui, détient le contrat ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit. Oui, ce devrait être ainsi. Mais M. Santini est également président du comité de bassin de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui accorde des crédits avantageux, entre autres, à Veolia. Son adjoint est même membre du comité directeur de Veolia. C'est ainsi que M. Santini en vient parfois à confondre les rôles. Il y a encore quelques mois, le président du syndicat des eaux, M. Santini, qui est un élu, a signé une lettre au maire des villes du Sédif sur du papier en tête de Veolia. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des connivences. On imagine mal le ministre de la Défense signer un courrier avec du papier en tête de Dassault. Beaucoup de ces délégués sont surtout liés à Veolia par des intérêts économiques. Par un vote à bulletin secret, la majorité se prononce en faveur d'une reconduction du contrat, que Veolia remportera suite à un appel d'offres. Le vote doit être public, les élus doivent afficher et affirmer leur vote. Là, on sait que les enjeux financiers sont très importants. C'est un contrat annuel de 300 millions d'euros. L'entreprise qui gère aujourd'hui fait 50, 60, 70 millions de bénéfices. Donc, il a sûrement eu des pressions très fortes. C'est une très bonne façon de mettre en avant les élus avec l'intelligence des sociétés privées, leurs compétences, leur expertise. C'est une très bonne formule. D'ailleurs, la preuve, madame, tout le monde a voté, malgré une campagne délirante. Merci. Merci. Allez. Grenoble, principale ville des Alpes françaises. C'est ici que l'autre acteur mondial, Suez Lyonnaise des Eaux, a montré dans le passé comment la compétence et l'expertise d'une entreprise privée se conjuguent aux intérêts du maire. Pendant 100 ans, ça a été une régie publique de l'eau qui a bien fonctionné. Et en 1989, lorsque j'ai été élu conseiller municipal de la ville de Grenoble, le service de l'eau fonctionnait bien. Les tuyaux, les canalisations, les réservoirs, le système de pompage de l'eau avait été bien entretenu, amélioré. Et le maire, à cette époque, qui avait été ministre de l'Environnement, le 13 juillet 1989, a décidé de déléguer à la Lyonnaise des Eaux Suez le service de l'eau. C'est ici, dans cette mairie, que la Lyonnaise des Eaux a corrompu le maire et que la décision a été prise de privatiser le service de l'eau de Grenoble. Et ici a été jugé ce maire corrompu pour avoir privatisé l'eau au bénéfice de la Lyonnaise des Eaux. C'est en échange de 2 millions d'euros de corruption
sous forme de voyages, de croisières, d'appartements, de financement de campagnes électorales au maire de Grenoble. Des très hauts responsables de Suez ont été condamnés pour corruption, mais la personne morale, la société, la Lyonnaise des Eaux, elle n'a pas été condamnée pour corruption. Les responsables au PDG étaient Jérôme Monod, qui est devenu ensuite premier conseiller du président de la République française, Jacques Chirac. Donc, ce maire s'appelle Alain Carignon. Il a été condamné à plusieurs années de prison. Ça, c'est un livre très difficile à faire parce que lui était ministre de la Communication. On l'écrivait, il n'était pas encore en prison. On l'a terminé, il était en prison. Et pendant tout ce temps, il est resté très proche de M. Sarkozy. Il s'affiche encore lors d'une récente campagne électorale avec la photo de M. Sarkozy à côté de lui, même si c'est un montage. Ensemble, tout devient possible. Et il continue à être un ami proche du plus haut personnage de l'État français. À Grenoble, nous avons aujourd'hui une bonne expérience, ce que nous appelons la leçon de Grenoble, puisque nous avons eu 10 ans de fonctionnement avec le privé pour le service des eaux et aujourd'hui 10 ans de remunicipalisation du service des eaux. Donc nous pouvons comparer. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la privatisation en 1989 ? La Lyonnaise des Eaux s'est accaparée tout le savoir, a pris même les cartes du réseau, a mis son coup de tampon dessus, s'est approprié tout le patrimoine, tout le savoir, toutes les connaissances. Il n'y avait plus personne au niveau du service public pour connaître, contrôler, savoir. Elle a augmenté le prix de l'eau et elle a diminué la qualité de l'entretien et du renouvellement des réseaux, ce qui lui a permis de faire plus de profit. Ça, c'est le prix de l'eau lors de la privatisation, là c'était public, privatisation à Suez, délégation à Suez, le prix monte, on reprend la main, on remunicipalise, et voilà comment évolue le prix de l'eau. Et nous avons multiplié par 3 les travaux d'entretien, de renouvellement des réseaux, des installations. On a calculé le prix de l'eau dans une vingtaine de villes françaises. Alors on a trouvé des villes où les prix nous paraissaient très corrects, plutôt des villes en régie, faut le dire, comme Chambéry, Grenoble ou Clermont-Ferrand, et puis des villes où le prix était beaucoup trop élevé, probablement 2 fois trop élevé. C'est le cas du syndicat des eaux d'Île-de-France, en banlieue parisienne, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Montpellier, c'est le cas de Reims, où là on estime qu'on peut avoir des baisses de prix de au moins 30 à 40%. Bordeaux. À Bordeaux, l'approvisionnement en eau est assuré par Suez. Pourquoi le prix est-il aussi élevé ici ? En étudiant de plus près cette question, un expert comptable tenace a fait de surprenants constats. Nous avons vu sur nos factures une augmentation de plus de 30% durant les 3 premières années, là où nous avait été indiqué simplement 15%, 2 fois plus. Donc on est allé se documenter auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, on a passé une journée, on était 2, à regarder tout un tas de documents et on est reparti avec 700 photocopies sur lesquelles nous avons travaillé. Et après 6 mois de travail, on a été capable de décrypter la facture. Un exemple. Lyonnaise des Eaux nous disait
Un compteur pour un particulier, c'est un compteur d'un diamètre de 15 mm. Et il nous disait ça a une durée de vie de 12 ans. Et donc, dans les calculs, il nous disait, nous, on a une charge qui correspond à la durée de vie de 12 ans. Mais quand on a fait un contrôle technique et financier, on s'est aperçu que, en réalité, ce compteur de 15 mm, en moyenne, avait une durée de 23,8 ans, pratiquement 24 ans. En réalité, ils nous faisaient payer, ils portaient en charge l'équivalent de 2 compteurs, quand eux, ils n'en supportaient qu'un seul. Un autre exemple. Lyonnaise des Eaux disait ceci: une contrainte européenne s'exercera prochainement sur la nature des branchements qui contenaient du plomb. Nous avons anticipé le risque. Le rythme de renouvellement des branchements a été porté depuis l'an dernier de 300 par an à 6000. Ça, c'est leur déclaration de juillet 1995. Nous avons repris tout leur rapport annuel de 1995 à 2006. Alors effectivement, on n'est pas aux 6000. On est à peine à la moitié, voire au quart. On est à 1000, 1500 par an. Bon, c'est un exemple. Il y a plein d'autres petites méthodes comme ça, mais mises bout à bout, effectivement, ça compte des centaines de millions d'euros. Il y a une logique, si vous voulez, là-dedans, qui est valable à Bordeaux, qui est valable à Paris, à Grenoble, etc. La technique financière, comptable, mise en œuvre est toujours la même. En 2005, la communauté urbaine de Bordeaux confirmait dans sa propre enquête les recherches de Patrick Dufaux de la Motte. Mais il a fallu un ordre judiciaire pour que Suez consente à remettre les documents nécessaires à cette enquête. Rien d'étonnant. L'enquête a permis de constater que, contrairement à leurs affirmations, le groupe encaissait à Bordeaux un bénéfice annuel de 29%. Face à ces accusations, voici ce que Suez rétorque. Alors, je pense qu'il faut regarder les choses extrêmement précisément parce que là aussi, on peut très vite être dans le spectaculaire, dans le fantasme par rapport à l'entreprise privée. Bon. Et lorsqu'on regarde précisément ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le contrat de Bordeaux fait des économies par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Pourquoi avons-nous fait des économies ? Eh bien parce que nous avons géré au plus près possible les choses. Du coup, ça a dégagé de l'économie. Bon. Et donc effectivement, ces économies-là, on les a partagées avec la collectivité locale. Ce sont des millions et des millions et des millions qui servent les bénéfices de certains grands groupes privés. Alors, le privé, c'est normal qu'il gagne de l'argent, mais là, on est sur des profits qui sont inconsidérés et qui sont injustifiés. En 2006, la communauté urbaine oblige Suez à un avenant au contrat. Le groupe doit lui rembourser 233 millions d'euros qu'il avait encaissés grâce à des manœuvres financières abusives. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la fin du contrat et il faut passer en régie. Je pense que ça va être la solution. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français. C'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. C'est le paiement d'une somme importante à la commune de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau. C'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville. Mais en réalité, il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. On a eu la chance, en allant
au service des gestions déléguées de tomber par hasard sur ce document qui effectivement donne les taux de remboursement du droit d'entrée de 437,5 millions de francs versés par le concessionnaire aux échéances suivantes. Et ensuite, il y a le montant des mensualités et surtout, il y a le taux appliqué au remboursement qui est de 10,44% pour le premier versement et 9,55% de taux d'amortissement pour le deuxième versement. Donc, c'était la preuve que ce n'était pas un don, mais bien un prêt déguisé. Et l'audit juridique de la ville de Toulouse nous donne entièrement raison. Voilà. En 2008, la ville de Toulouse réclame un audit. Une commission d'enquête est chargée, entre autres, de la vérification des rapports financiers avec Veolia. Elle fait appel au spécialiste Patrick Dufaux de la Motte. Nous sommes réunis aujourd'hui à Toulouse donc pour la remise finale de l'audit qui a été demandé par la ville de Toulouse. Et l'une des difficultés majeures dans ce contrat, c'est que la ville a bénéficié de ce qu'on appelle un droit d'entrée d'un montant très élevé, 437,5 millions de francs, qui pèse lourd sur la facture des usagers, puisque ce sont les usagers qui remboursent cette somme à travers le prix de l'eau. L'usine de production a été totalement maîtrisée. Or, aujourd'hui, l'audit démontre que toute la rhétorique, tout le discours de la présente équipe municipale était un mensonge, puisque effectivement le droit d'entrée a été payé sur le prix de l'eau. Et donc il a été payé, je ne sais pas combien de fois, mais entre 2,5 et 3 fois par les Toulousains. C'est qu'il y a quand même, pour nous, une raison essentielle. Le retour à la maîtrise publique, c'est peut-être le retour en régie, c'est sûrement le retour en régie. Nous, ce qu'on reproche, c'est la logique de privatisation de l'eau. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a dit au Veolia quand on a lancé l'audit, c'est qu'on voulait un retour de la maîtrise publique. L'ancien maire de la ville de Toulouse, Dominique Baudis, négociateur en 1989 de la privatisation, avait, grâce au droit d'entrée, permis la réduction des impôts locaux. À Montpellier, il a servi à financer un palais des congrès. À Lille, un stade. Ailleurs, il a été utilisé pour régler les dettes de la commune. Dans tous les cas, ce droit d'entrée a permis aux élus municipaux de marquer des points auprès des électeurs. Mais ce sont finalement toujours les usagers de l'eau qui payent la facture. Voilà comment Veolia et Suez ont appâté de nombreux maires français. À échelle internationale, la supercherie du droit d'entrée permet également d'ouvrir les portes. Comme en Allemagne, où les services des eaux sont pour la plupart toujours en régie. En seulement 10 ans, Veolia est parvenu, selon ses dires, à devenir prestataire de services ou concessionnaire de l'approvisionnement en eau dans 300 municipalités, dont Brunswick. Selon moi, l'objectif de notre politique était avant tout d'assurer l'avenir de notre ville dans l'intérêt des jeunes. Autrement dit, de supprimer la montagne de dettes qui s'était accumulée et de donner à la ville la capacité d'agir tout en investissant. Le plus gros morceau, également très contesté, était constitué du noyau de nos régies municipales. La société Braunschweiger Versorgung AG, qui fournit l'électricité, le gaz et l'eau. Nous avons aussi privatisé une petite unité de logement pour laquelle nous avons encaissé plus que prévu. Nous avons privatisé tout l'éclairage urbain, y compris les feux de circulation. Même chose pour la collecte des ordures, nous l'avons également privatisée en la confiant à Alba. Puis, il y a quelques années, nous avons franchi une étape plus importante. C'était presque le point final.
en privatisant aussi l'élimination des eaux usées. Cela nous a encore rapporté près de 100 millions d'euros en plus. Nous avons obtenu un prix de vente plus élevé, de 135 millions, je dirais. Nous avons remboursé les dettes accumulées. En plus d'économiser, ces sommes nous ont permis de nous débarrasser du poids de nos dettes. Les recettes dont la ville prétend disposer reposent en réalité à 100% sur un crédit qui doit être remboursé chaque année par les usagers au moyen de redevances. Autrement dit, ce sont les usagers qui remboursent ce crédit. Pendant 30 ans, la banque est autorisée à prélever une partie de ses redevances pour les intérêts et le remboursement, même si Veolia disparaît ou fait faillite. Et Veolia n'a rien payé pour obtenir l'assainissement de la ville. Elle a bénéficié gratuitement du droit de jouissance. Gratuitement. Le crédit a été contracté par le biais d'un prête-nom, en l'occurrence l'Association des eaux usées de Brunswick, une structure de droit public sous le contrôle de la ville. Les dettes de la ville ont donc été transférées à d'autres sociétés et doivent en fin de compte être remboursées par les citoyennes et citoyens. Nous avons calculé que les 230 millions de dettes contractées à l'époque se chiffreront à 500 millions dans 30 ans, échéance à laquelle les citoyens auront remboursé les crédits. Voici un bon exemple de ce qu'il advient des nouveaux investissements depuis que les eaux usées sont privatisées. La pancarte indique qu'il s'agit ici d'une station de pompage haute performance pour 7,6 millions d'euros. Veolia n'a pas déboursé le moindre centime. C'est la ville qui s'est adressée à la banque et a donné en garantie nos redevances, en plus du crédit sur les eaux usées. Mais Veolia est considérée comme un investisseur, bien qu'elle ne se porte pas garant du crédit. Seuls les usagers se portent garant, le tout étant considéré comme un investissement privé de Veolia. Veolia déduit le tout et fait du coup des économies d'impôts. Pour finir, Veolia encaisse encore 25% des coûts de planification. Cela fait 1 million en plus, indépendamment du contrat de prestation lié à l'assainissement de la ville. Tout fonctionne avec des crédits dont les usagers sont les garants. Ce sont des modèles très complexes, sinon vous n'en arriveriez pas à de tels montants. Beaucoup de gens ne veulent pas croire que tout est remboursé à Veolia, mais c'est pourtant un fait. Pour la reprise des activités à Brunswick, Veolia n'a pas fait appel à ses propres fonds. Et elle obtient non seulement le bénéfice de ses activités, mais aussi le financement de son équipement. Tout passe par les crédits bancaires dont les usagers et la ville sont les garants. N'importe qui peut faire ce genre d'affaires. Il faut dire aussi que ces affaires d'eau usée sont très complexes. Elles sont si complexes que dans le domaine public, tout le monde ne les comprend pas. Et je dois dire que même certains de nos conseillers municipaux ne saisissent pas toute la problématique. C'est d'ailleurs bien le problème. Les conseillers municipaux n'ont jamais vu ces contrats dans leur intégralité. On peut les consulter, mais il est interdit d'en faire une copie. C'est exceptionnel que quelqu'un ait pu mettre entre nos mains cette disquette avec les contrats. Paris 2009. Après 25 ans de gestion privée de l'eau, la ville de Paris prépare le retour en régie
sous le contrôle d'eau de Paris. Nous avons la volonté, petit à petit, de reprendre le contrôle du service, reprendre la maîtrise du service de l'eau à Paris. Donc le contrôle revient à la mairie, on lance des audits, on lance des études, on décide de renégocier les contrats en 2003-2004 pour donner de nouveaux objectifs de récupération des provisions faites par les distributeurs pour ces travaux. Les deux patrons, Henri Proglio et Gérard Mestralet, quand ils l'ont su, ont pas très bien réagi, mais ça a été dit dans la presse. On considérait que c'était une vraie erreur. Le Nouvel Observateur rapporte. Proglio, le patron de Veolia, a appelé le maire de Paris et lui a hurlé dessus, lui disant que sans le contrat de Paris, Veolia ne pourrait plus décrocher de commandes à l'étranger, et l'accusant de vouloir sciemment la ruine de son entreprise. Suez ne reste pas non plus indifférente au thème de la remunicipalisation. Je pense que nous n'avons pas intérêt à opposer régie et entreprise privée. Donc on est déjà dans la réalité sur du partenariat public-privé. Et ce serait bien de nous aider à mettre en place ces politiques de développement durable à l'intérieur des entreprises. Ce sont des politiques de révolution culturelle globale et c'est plutôt là-dessus qu'on a besoin de vous et pas sur un débat qui, pardon, mais n'a peu de sens. Wasser braucht Geld. Ok? No water makes money. No. Que l'eau étant un bien commun, un patrimoine, le patrimoine du vivant, il valait mieux avoir une gestion publique. Avec la création de l'opérateur public de l'eau à Paris, on estime à minima gagner 30 millions d'euros par an. Sur ces 30 millions, c'est déjà essentiellement la rente économique des distributeurs. Il n'y a pas de flux financiers qui sortent du service pour en fait aller nourrir, alimenter autre chose que le service de l'eau. Donc ça, évidemment, c'est un point extrêmement important. Donc cette rente économique va nous permettre d'assurer la stabilité du prix de l'eau tout en gardant un haut niveau d'investissement et un haut niveau de service. Par ailleurs, la régie, par son calcul d'amortissement des biens, permet d'avoir une gestion patrimoniale de long terme et donc d'avoir un calcul économique des investissements, je dirais plus propice pour le service parce que plus collé en fait à la durée des biens et en même temps plus intéressant économiquement parce que nous ne sommes pas arrêtés par un contrat de délégation de 5, de 10, de 15 ou de 20 ans. Ce puits de plus de 200 ans est toujours en fonction. Pour les opérateurs privés, l'investissement dans des constructions de ce type est à peine rentable. Leur contrat est limité à 30 ans. Or, dans le secteur de l'eau, les investissements ne sont rentables qu'au bout de 30 à 60 ans minimum. C'est pourquoi les entreprises privées essayent si possible de ne rien investir dans les canalisations. Ça n'est pas rentable. Une entreprise publique n'a pas ces contraintes. Elle peut planifier sur des décennies et veiller à long terme à ce que les ressources en eau soient utilisées avec parcimonie et souci de protection. Un enjeu évidemment important, c'est protéger la ressource en amont pour éviter de se retrouver devant la nécessité de la traiter de plus en plus, parce que c'est évidemment très cher et on est vraiment dans le curatif alors qu'il nous faudrait plutôt avoir une politique de prévention. Vallée de la Vanne, une zone de captage de l'eau souterraine de Paris.
protéger sa ressource, Paris a tout d'abord développé des acquisitions de terrain sur ce territoire. Donc l'objectif, c'était de modifier durablement l'agriculture locale pour qu'on puisse avoir un impact sur la ressource. Donc en fait, on propose aux agriculteurs une location gratuite ou symbolique, pour que lui puisse respecter des contraintes et cultiver ces parcelles-là comme nous on le souhaitons. Ça va se faire sur plusieurs années, 5 ou 6 années, avant d'être 100% en bio sur toutes les céréales et grandes cultures en général. C'est qu'il y a une influence sur l'eau, il y a une influence sur le sol, il y a une influence sur la santé des gens en général. Donc c'est vrai que l'association avec les eaux de Paris, c'est aussi une évidence. Et on souhaiterait en particulier qu'on puisse avancer un certain nombre de surfaces en bio à telle échéance ou un résultat net sur la qualité de l'eau, ce que pour l'instant on a du mal à réussir à faire. De retour à Grenoble, Nous sommes là dans une des plus grandes zones de protection des champs de captage en Europe, qui a été acquise il y a 100 ans. On voit bien qu'il faut que les élus, les responsables publics, pensent l'avenir sur plusieurs dizaines, centaines d'années. Donc l'ensemble de cette zone permet d'avoir de l'eau qui est pompée dans les puits et qui est naturelle, sans traitement. L'eau qui sort de ce puits-là, elle n'a besoin ni d'être traitée avec du chlore, ni d'être traitée à l'ozone. Elle est naturellement pure, bien meilleure que la plupart des eaux en bouteille, des eaux minérales qui sont vendues en bouteille. Quand j'étais élu, on a eu une bagarre avec le préfet qui voulait absolument qu'on mette du chlore. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre du chlore et de se laver les mains. Par contre, avoir une eau de qualité contrôlée tout au long de sa distribution sans chlore, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est parce qu'il y a des salariés qui s'en occupent sérieusement, parce qu'il y a des dispositifs tout au long des canalisations qui contrôlent la qualité de l'eau, qu'on peut être assuré d'avoir une des meilleures eaux en qualité. De retour à Bordeaux. Suez lyonnaise invite à une dégustation d'eau. Le groupe exploite ici une eau on ne peut plus pure, puisqu'elle vient d'un aquifère, une nappe d'eau souterraine présente depuis des millénaires. Et pourtant... C'est le chlore, mais... C'est une odeur, ouais. C'est une odeur d'eau robinet, en fait. Ouais. Sentir le chlore, effectivement, on peut laisser l'eau s'aérer si vous trouvez que c'est un inconfort pour vous. Et après, c'est un gage de qualité sanitaire. On est sûr que l'eau est de bonne qualité quand elle arrive à votre robinet. Chlorello présente l'avantage de maintenir en toutes circonstances une eau potable bien désinfectée, même si le système de canalisation n'est pas parfaitement entretenu. Les tuyaux régulièrement inspectés et réparés. C'est une économie d'argent et de personnel, un gain d'efficacité en somme. En revanche, on ne peut pas vraiment dire que ce soit bon pour la santé. Il est scientifiquement prouvé que le chlore augmente les risques de cancer. Autre problème, la raréfaction de l'eau menace la qualité. D'ici 2013-2015, on doit économiser 30 millions de mètres cubes sur les 150 millions de mètres cubes que la Gironde consomme. Ceci pour préserver le niveau des nappes profondes. Pour économiser les 30 millions de mètres cubes, deux grands principes, c'est trouver des ressources de substitution, pourquoi pas
nous on est plutôt contre, mais aller pomper dans la Garonne. Et l'autre principe, faire des économies. En tant qu'élu, moi j'ai insisté et on a fait adopter un principe qui est celui de la maîtrise de la consommation. Le principe des économies, c'était surtout de lutter contre les fuites dans les réseaux. Le résultat, c'est une diminution de la consommation d'eau de la ville, enfin des équipements de la ville, de 25%. Un article du journal du dimanche en France a montré que d'importantes fuites d'eau apparaissaient dans les réseaux et que ces fuites d'eau étaient beaucoup plus importantes dans les réseaux gérés par les délégations de services publics que dans les régies. En moyenne, Veolia ne dépense en France qu'un tiers de leur budget, financé par les usagers de l'eau français, pour l'entretien des canalisations. Donc toute rupture de canalisation est considérée comme un renouvellement et sera nouvellement imputée en plus à l'usager. Une entreprise privée n'a pas spécialement intérêt à réparer les fuites, puisque de toute façon cette eau est facturée. Donc elle n'a pas à économiser de l'eau. Au début, Suez, ils ont fait parfois des campagnes de communication en disant vous prenez une douche, ça coûte un timbre, vous lavez votre voiture, c'est le prix d'un œuf. Si, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de stress hydrique à Bordeaux, ça serait pas juste. En revanche, la nappe phréatique, elle subit un certain nombre d'effets négatifs liés à la sécheresse. Et là, ce qu'on veut faire, c'est justement anticiper, c'est faire de la prévention. Et donc, du coup, pour envisager éventuellement des techniques de réalimentation. Suez parie sur la technique. Des pompages d'eau supplémentaires dans la Garonne. L'eau du fleuve est alors préfiltrée, puis injectée sous pression dans le sol pour réalimenter la nappe phréatique. L'inconvénient est que sa qualité ne correspond pas à celle de l'aquifère. Il est impossible de filtrer toutes les substances nocives de l'eau du fleuve. Évidemment, on va trouver toute une série de choses dans l'eau. Trouver la crème de soin qu'on va s'appliquer le soir, on va trouver, si on a mal à la tête, on va prendre de l'aspirine, on va retrouver dans l'eau, donc des produits pharmaceutiques, des produits sanitaires, des pesticides, des fertilisants. Donc on retrouve toute une série de choses, donc ce qui va avoir aussi des conséquences assez importantes. Si l'eau est de mauvaise qualité, elle va se retrouver dans les robinets des Toulousains, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. En Bretagne, les nappes phréatiques ne pouvant être utilisées, l'eau est directement prélevée dans les rivières puis dépolluée. Sans traitement, cette eau provoque l'apparition de montagnes d'algues toxiques sur les côtes. Cette année, c'est 20 000 tonnes qui ont été ramassées sur cette plage-là. La qualité de notre eau ici, elle est exécrable. On a plus de 80% de nitrate dans l'eau ici qui se balade au bord des falaises et des rivières. 95% des nitrates proviennent de l'agriculture intensive. Mais ce qui est grave, c'est que dans ces algues vertes en décomposition, il y a tout un tas de produits chimiques qui ont servi à la nourriture des animaux. Il y a des bêta-bloquants, il y a de la pénicilline, des antibiotiques donc, et puis d'autres métaux lourds qui servent en fait à stabiliser l'alimentation. Tous ces produits finalement deviennent en fait une bombe de destruction massive dans notre eau, quoi.
faire face aujourd'hui à ces problèmes croissants de pollution et de qualité de l'eau, on est dans le curatif et on développe des technologies de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées. Et là, des entreprises comme Veolia Suez y trouvent évidemment leur intérêt. Alors, ils développent sans arrêt des nouvelles technologies, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse. Mais c'est une fuite en avant sans issue parce qu'il y aura de plus en plus de pollution, parce que tout ça coûte déjà extrêmement cher. Et aujourd'hui, il serait beaucoup plus important de prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ces pollutions à la source. Alors on sait par quoi ça peut passer, par exemple par la protection des captages, des ressources en eau, par une mutation d'un modèle agricole extrêmement polluant, par exemple en faveur de l'agriculture biologique. Le réseau de protection de l'environnement, Cohérence, organise une excursion dans la zone de protection de l'eau de la commune bretonne de Pontivy. De très longue date, le réseau Cohérence est convaincu que pour obtenir une eau pure, il faut soutenir en amont une agriculture durable, une agriculture biologique, qui elle seule en fait va nous permettre de reconquérir la qualité de l'eau. Donc le réseau Cohérence, depuis plusieurs années, organise également des voyages d'études en Bavière pour découvrir les exemples allemands de Munich et Augsbourg et du Land de Bavière en général, car là-bas, plutôt que chez nous, on a pris conscience qu'il fallait préserver la qualité de l'eau. Munich, dans le sud de l'Allemagne. Le public et les politiques savent pourquoi nous avons une eau d'excellente qualité. Bien entendu, notre situation naturelle au pied des Alpes y est pour beaucoup. Mais c'est aussi dû au fait que dans la zone de captage de l'eau, nos régies municipales apportent leur soutien à la plus importante superficie consacrée à l'agriculture écologique de toute l'Europe. Nous pouvons faire cela parce que le secteur public pense aussi aux générations futures et prend des mesures pour garantir cette excellente qualité de l'eau sur des décennies. Au contraire, les entreprises privées doivent générer des profits élevés chaque trimestre et tout faire pour satisfaire actionnaires, analystes et agences de notation financière. C'est pour cela que nous défendons la gestion publique de l'eau. Si on considère la courbe des teneurs en nitrate, on constate qu'elle est restée stable pendant de nombreuses années. C'est dans les années 60 que les valeurs ont fortement augmenté. Nos teneurs en nitrate se situaient à 14 mg par litre, des valeurs inespérées pour d'autres communes. Indépendamment de cela, nous avons pensé qu'il fallait absolument mettre au point une stratégie d'attaque. Que faire pour arrêter l'augmentation de la teneur en nitrate? Le distributeur doit avoir pour objectif non pas de respecter les valeurs limites, mais de les diminuer. En 1992, nous avons eu l'idée révolutionnaire pour l'époque d'introduire l'agriculture biologique. Nous avons écrit à tous les agriculteurs pour leur demander s'ils étaient intéressés. Ensuite, nous avons mis au point une incitation financière pour faciliter la conversion. Et le programme a porté ses fruits. Nous avons aujourd'hui 110 agriculteurs sous contrat et une teneur en nitrate de 7 mg. Nous sommes la famille Kröll, Anna et Anton Kröll. Moi, je ne regrette pas du tout le passage à l'agriculture biologique. Cela correspond mieux à notre philosophie de vie et le travail en a été facilité. Notre lait et notre viande nous rapportent plus, c'est sûr. En plus, la régie municipale nous donne une prime. Les exploitations biologiques n'ont droit qu'à 2 têtes de bétail par hectare. C'est la garantie que le sol ne reçoit pas trop d'engrais. Nous pouvons apporter notre contribution tant que les Munichois l'apprécient et reconnaissent nos efforts. Tout repose sur la réciprocité.
Seuls, nous ne pouvons rien faire bouger et les usagers seuls non plus. La privatisation, on l'apprécie le premier jour, quand on encaisse le produit de la vente. Mais on perd bien vite toute influence. On n'a plus son mot à dire. On est livré aux décisions d'investissement prises à des kilomètres de là par le siège des multinationales. On perd toute influence sur les prix, sur la qualité biologique. Pour un conseil municipal, ça revient à abdiquer. Bruxelles, la capitale belge. Ici, nous avons un exemple qui, j'espère, va donner certaines leçons, va amener les pouvoirs publics à réfléchir partout en Europe, et moi je suis prête en tout cas à l'expliquer partout, comme quoi il ne faut pas se lancer de manière inconsidérée dans un partenariat où vous laissez autant le champ libre aux partenaires privés. À Bruxelles, l'approvisionnement en eau était entièrement en régie publique jusqu'en 2001. Puis, grâce à sa nouvelle technique d'élimination des boues, Acuris, une filiale de Veolia, s'est vu attribuer la concession de la station d'épuration de Bruxelles-Nord sous forme de partenariat public-privé. D'ici, vous avez un bon aperçu de ce nouveau système exceptionnel, le système Atos. Un système qui va réduire les boues. Une tonne de boue, ça va devenir un sac de 50 kilos de sable. Là, nous sommes naturellement très fiers de posséder un nouveau système, si beau et si grand. L'installation a été inaugurée le 11 mars 2008 en présence de notre roi. C'est important d'avoir une si belle station. Und dann ist ja unsere König gekommen. So, das war eine wichtige Sache, so eine schöne neue Station zu haben. Ils ont fermé les 3 collecteurs qui arrivent à la station et rejeté directement les eaux usées donc, de plus d'1 million d'habitants dans les cours d'eau, dans la Seine et dans les cours d'eau aval. Donc écologiquement, c'était quand même une catastrophe. Alors la station d'épuration est restée fermée environ une dizaine de jours. Mais ce qui est énorme, évidemment, 10 jours, parce que 10 jours, ça fait quand même 10 jours de non-épuration. Je ne dis pas que si c'était le public qui avait dû exploiter la station, il n'y aurait pas eu de problème technique, mais en tout cas, nous n'aurions pas vécu un arrêt aussi brutal de la station d'épuration comme ça a été fait par le privé. Et donc c'est là qu'il y a évidemment le problème, c'est que le rapport de force, là, eh bien, le public s'est retrouvé quelque part mis devant le fait accompli de l'arrêt de cette station d'épuration par le privé. Le traitement des eaux usées fonctionnait parfaitement, mais le traitement des boues d'épuration Atos ne fonctionnait plus comme il aurait dû. Les boues ont été évacuées par camion vers l'Allemagne. Pour l'instant, j'entends qu'Acuris envoie des camions, énormément de camions par mois. Et donc, depuis des mois, ils avaient des problèmes avec ce système, sans jamais avoir de conclusion. Aujourd'hui, on entend qu'ils auraient peut-être, la solution à leurs problèmes, mais ce sont des solutions qui leur coûtent très très cher. Toute la question et tout le conflit se situe à qui va payer justement l'amélioration de la station. Acuris a introduit une réclamation d'ailleurs de 40 millions. Actuellement, ils essaient de redémarrer le système Atos.
Ils le testent. C'est pour cela que le sable est encore si humide, noir et nauséabond. Ce n'est pas normal. En ce moment, tout est à l'essai. Le pire scénario serait que ce système ne puisse plus fonctionner du tout. Voilà, c'était tout à fait expérimental. Ils avaient fait quelques tests, mais vraiment à petite échelle. Toulouse, ils avaient testé la formule. Dans cet article, les accusations sont très sérieuses et détaillées. On y prétend que l'appel d'offres a été modifié au milieu de la procédure juridique par l'introduction de la notion de technique expérimentale, sans laquelle Veolia n'aurait pas pu être candidate avec le procédé Atos. Autre accusation, Veolia aurait fait pression par le biais de l'État français de différents lobbies et réseaux. Ils auraient par exemple invité des députés et de hauts représentants de la fonction publique sur un yacht à Saint-Tropez, juste avant la désignation du lauréat de l'appel d'offres. L'homme demande « Alors, comment la trouvez-vous » Agréable, cet arrière-goût de pot de vin lui confère un goût très pur. Je vais vous lire un extrait d'un rapport de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a contrôlé les comptes du délégataire, une filiale de Veolia. Et voici ce qu'il a trouvé dedans. Une soirée étape à Mougins offert à un cadre de l'agence de l'eau et dont le coût s'est élevé à 4 140 francs, la soirée. Une participation à hauteur de 10 000 francs à une campagne électorale en 94 cantonale. Des voyages à Malte et en Sardaigne payés à un négociateur, entre guillemets, sans contrat pour un montant de 170 000 francs. Un séjour au Club Saint-James à Paris pour un élu du Var-Est pour un montant de 5 120 francs. Des honoraires payés à un avocat des Alpes-Maritimes sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 francs. 2 factures d'un cabinet d'audit faisant actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et pour un montant de 1 362 929 francs. Un voyage et séjour à Cardiff pour 4 personnes, dont 2 au profit d'un cas d'une collectivité territoriale du Var-Est et pour un montant de 32 080 francs. C'est délicieusement dit, ce sont des magistrats de Chambre régionale des comptes qui disent ça. Voilà ce que nous payons à travers nos factures d'eau. Des faveurs, mais aussi le versement de sommes importantes à des décideurs influents. Montpellier, dans le sud de la France. La gestion de l'eau à Montpellier, je dirais qu'est une gestion très nauséabonde. Il y a eu des affaires de corruption, de trafic d'influence. En 89, le conseil municipal vote pour un affermage avec la Générale des Eaux. En 1994, il y a une commission rogatoire qui a été mise en place et la Générale des Eaux a été condamnée pour corruption et trafic d'influence. C'est-à-dire que cette compagnie a versé à un bureau d'études proche du Parti communiste une somme importante qui était de 8 millions de francs, permettant ainsi en 1989 d'inciter les élus communistes à voter favorablement au contrat d'affermage, ce qui s'est passé. Donc le corrupteur a été condamné, mais les corrompus n'ont pas été condamnés, ni même embêtés. Voilà. Malgré la condamnation de Jean-Dominique Deschamps, ancien directeur général adjoint de la Générale des Eaux, Veolia conserve encore aujourd'hui la main mise sur l'approvisionnement en eau de la ville. Mais ce n'est pas tout. Dans les universités aussi, Veolia et Suez jouent un rôle décisif.
Il est clair qu'à l'école des eaux et forêts, par exemple, c'est une chaire Suez, de la même manière que bientôt, ici à l'université Montpellier 2, ce sera une chaire Veolia, une future chaire universitaire Veolia qui serait chargée donc à la fois de faire de l'enseignement et puis de trouver aussi des terrains d'application de la recherche. Et je pense que c'est ce qui est finalement porté aussi par ce pôle de compétitivité eau, c'est cette intégration, cette interpénétration très forte entre la science et l'activité économique d'un opérateur parmi d'autres. Il me semble que c'est un peu une maladresse que Veolia soit le leader de ce pôle de compétitivité en la personne de M. Buchou, directeur régional de Veolia. Je pense que ça, c'est un peu maladroit. Peut-être même aussi que d'appeler le regroupement des sociétés locales Suelia, comme si c'était une contraction de Suez et de Veolia. Il me semble que ce pôle de recherche évolue peut-être avant tout utilitariste et mise au service des opérateurs. C'est-à-dire que finalement, la recherche scientifique devienne un moyen de plus et seulement de recherche-développement au service des opérateurs de services. Vallée de l'Hérault. Les promoteurs scientifiques du pôle de compétitivité et d'autres scientifiques de l'université Montpellier 2 ont rédigé en 2005 un rapport d'expertise selon lequel il y aurait ici des ressources d'eau inépuisables pour la métropole de Montpellier en pleine expansion. Philippe Machetel est un scientifique de haut rang. Il est aussi maire de la commune voisine de Saint-Guilhem-le-Désert. Une historique absurde. Quelques scientifiques ont essayé de se faire une gloire scientifique là-dessus. Et donc ils se sont rabattus sur cet endroit en prétendant qu'il y avait disponible 2 mètres cubes par seconde. Voilà, là nous sommes devant la principale sortie de la résurgence des sans-fonds. Je vais vous faire entendre le bruit de l'eau, le caillou. Pom, c'est pas si longtemps. Voilà, il y a un petit plouf au bout d'une chute de près de 10 mètres. Pendant les tests de pompage, le niveau dans la source ici était très très bas. Il est descendu jusqu'à 50 mètres à peu près sous le niveau de la rivière. Et moralité, donc on est arrivé à cette campagne de pompage catastrophique. Et là ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils ont dû arrêter, en bout de quelques dizaines de jours, ils ont dû arrêter le pompage, il n'y avait pas d'eau. Alors il faut savoir aussi que pour faire ça, on a pris le risque de dégrader un peu plus un biotope absolument unique qui est le fleuve Hérault, parce que l'eau qui sort ici, elle est à peu près 13 degrés. C'est une eau très très fraîche, alors que pendant l'été, l'eau de l'Hérault est à plutôt 25 à 30 degrés. Et c'est un véritable problème parce que cette eau refroidit l'Hérault et lui permet d'avoir une activité biologique tout le long de son cours là-bas. Et donc si on enlève cette source d'eau froide, la température de l'Hérault va monter et donc il sera de plus en plus malade. Les choses ont continué à progresser dans le sens d'une absurdité scientifique, d'une absurdité politique. Il fallait l'exploiter, ça représente beaucoup d'argent, l'eau c'est un trésor. Qu'on corrompt ou qu'on donne dans un système quelques formes de subventions, de crédits, de cadeaux. Effectivement, il faut arroser un peu tout le monde. Voilà. Et que même des associations environnementales, même celles que j'aime beaucoup, sont quand même largement financées dans des campagnes sur par exemple pour la propreté. Vous voyez, Veolia Propreté avec France Nature Environnement. Vous avez aussi Action contre la faim, vous avez la Croix-Rouge, vous avez la Solidarité. J'en passe et des meilleurs. Hein. Vous avez même le Secours catholique dans le domaine de l'eau qui est représenté par l'ancien directeur des ressources humaines de Veolia. On est dans un mélange de genre total. Et puis, lorsque des élus sont parfois battus, parce que la démocratie peut jouer, ces gens-là sont embauchés dans ces sociétés, que ce soit la Lyonnaise ou la Générale.
Elle salarie des personnes qui sont susceptibles à un moment donné de jouer de leur influence auprès des élus décideurs dans les marchés publics, par exemple en faisant voter des amendements qui servent leurs intérêts et qui leur permettent ensuite d'obtenir des avantages, des nouvelles constructions pour s'adapter aux nouvelles normes pour construire des canalisations et des choses dont elles sont bénéficiaires directes. Donc elles créent l'offre et la demande d'une certaine manière en allant cibler les élus à travers leurs actions de lobbying. Bruxelles, Parlement de l'Union européenne. Voici une tentative de représentation du réseau très ramifié grâce auquel Veolia exerce son influence sur l'Union européenne. On a remarqué au sujet du lobbying de Veolia Environnement à Bruxelles les choses suivantes. Pour une pleine efficacité, il est important, comme le montre ce diagramme, d'avoir un réseau aussi ramifié que possible et qu'un seul et même message passe par un maximum de canaux. On peut ainsi avoir recours à des think tanks pour organiser des débats, à différents lobbies d'affaires ou des organismes spécialisés dans l'eau, ainsi que des organismes globaux tels le Forum mondial de l'eau, etc. Un exemple. Veolia contrôle de très près un organisme qui conseille la Commission européenne dans la sélection des projets de recherche qu'elle soutiendra financièrement au cours des 5 prochaines années. Veolia est le principal sponsor de la plateforme technologique pour l'eau et l'assainissement. Veolia influence donc la Commission européenne dans ses choix de projets de recherche et se portera ensuite candidate pour mener ces projets. Veolia fait ainsi cofinancer par la Commission des projets qu'elle a elle-même proposés. En Europe, la vague de privatisation n'a jamais été soumise au débat public. Elle a été décidée par la Cour de justice européenne qui a imposé l'ouverture d'un marché et par une proposition de loi de la Commission européenne. C'est pourquoi, et je le redis, il faut rester sur nos gardes, ici et maintenant. Les multinationales qui veulent s'arracher et s'approprier ce secteur sont toujours présentes et tambourinent sans relâche à la porte du marché de l'eau. Le 19 mai 2009, le porte-parole de la Commission européenne déclare « L'eau est une marchandise comme une autre ». Les opérateurs publics sont ainsi contraints à recourir à un appel d'offres. La Commission européenne et son intention d'ouverture du marché au secteur privé trouvent ici l'appui souhaité. C'est le système qui aujourd'hui est une véritable dictature économique et que l'eau est l'otage de cette dictature économique. Istanbul, Turquie. En 2009, se déroule ici la plus grande manifestation mondiale de lobbying du secteur de l'eau, le Forum mondial de l'eau. Il est organisé par le Conseil mondial de l'eau, lui-même créé par les grands groupes Veolia, Suez, la Banque mondiale et quelques autres soutiens. Ce forum s'érige en organisation mondiale de l'eau. Sous l'égide des privés, il rassemble ministres, décideurs politiques, représentants de l'Union européenne et les gros bonnets du secteur de l'eau. Le problème, c'est de savoir si dans les 20 ans qui viennent,
on aura assez d'eau pour que chacun ait accès à l'eau. Et donc comment on fait pour donner l'accès à l'eau à chacun? Voilà la problématique qui s'est exprimée pendant ce forum. Parce que, comme je le dis et je le répète depuis des années, avoir l'eau, c'est un élément de la dignité humaine. C'est la dignité des hommes et des femmes de pouvoir avoir de l'eau. Ils se sont réunis en 1997 et ont établi ce Forum mondial de l'eau triannuel. Au début, nous pensions aussi que c'était une bonne occasion de parler de la crise mondiale, mais nous avons vite compris que pour les grands groupes, ce forum était une foire commerciale. Ils s'accordent une sorte de légitimité en affirmant qu'ils ont les réponses à la crise mondiale de l'eau. En organisant un forum avec des milliers de participants, ils donnent l'impression que tout le monde est là et partage leur avis. Mais c'est un énorme mensonge, un château de cartes. Ils se sont autoproclamés « Moi je suis le chef, toi le vice-président, c'est tout à fait démocratique. » Mais non, ça ne l'est pas. Non seulement le Forum mondial de l'eau offre aux grands groupes des relations commerciales exceptionnelles partout dans le monde, mais surtout, il leur garantit une influence importante sur les commissions des Nations Unies compétentes dans le domaine de l'eau, pour promouvoir l'idée du partenariat public-privé. Veolia a abordé l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche en lui proposant de mettre au point des normes pour la diffusion des services de l'eau dans le monde. Mais leur véritable motivation était en fait de faire avancer les partenariats publics-privés. Ces normes sont désormais suivies par UNITAR et ONU Habitat qui les mettent en pratique partout dans le monde. Bien sûr que c'est une privatisation. Veolia et Suez disent « Mais non, nous ne privatisons pas, nous faisons des partenariats publics-privés. La municipalité garde le contrôle, elle ne nous délègue que le service et c'est très efficace. Nous faisons un travail remarquable. » C'est du pipeau. C'est exactement la même chose. Un délégataire privé travaille sur une base de profit, tout comme s'il était propriétaire de l'affaire. Le secteur public signe le contrat et confie tout au groupe. Bien sûr que c'est une privatisation. Ça marche comme un canard, parle comme un canard, se dandine comme un canard, c'est un canard. Maud Barlow participe au Forum alternatif mondial où se sont retrouvés de nombreux usagers et opposants à la privatisation de l'eau. En 1999, Veolia, à l'époque encore Vivendi, a pris en charge l'approvisionnement en eau de Nairobi. Le gouvernement de Nairobi lui a garanti un bénéfice de 15%. Ainsi, le prix de l'eau aurait progressé de 40% chaque année. L'eau est devenue si chère que beaucoup de gens en ont été privés. Elle leur a été coupée. Puis Veolia a proposé à la ville de licencier 3500 salariés kényans pour les remplacer par 45 experts français. Ce petit groupe allait coûter plus cher à l'administration urbaine que les 3500 travailleurs kényans. Le gouvernement a été forcé de résilier son contrat avec Veolia. Depuis juillet 2001, Veolia n'a plus rien à voir avec notre eau. Mais nous ne savons pas combien le gouvernement a dû payer pour sortir du contrat. Nous savons juste que, peu après, il a dû emprunter de l'argent à la Banque mondiale.
Je sais que le succès du Forum mondial de l'eau dérange ceux qui n'ont plus rien à dire. Nous allons continuer. Nous allons continuer, comme nous le faisons depuis des années, à nous battre pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Veolia et Suez sont venus aux États-Unis et ont déclaré « La privatisation est le modèle d'avenir ». Et ils ont mené une politique agressive dans les grandes villes. Ils ont commencé par virer la moitié du personnel, d'où la soi-disant efficience dont ils se vantent. Et les prix ont souvent doublé. Suez a immédiatement exigé une augmentation de 700% du prix de l'eau. Une entreprise privée n'investit pas dans des régions non rentables. Alors, les forces politiques, l'Église, les intellectuels puis l'armée se sont ralliés à notre demande de référendum pour que l'eau soit un droit essentiel garanti par la Constitution. Le oui l'a emporté à 64,7% des voix. En septembre 2006, Suez a enfin quitté le pays. Et par la suite, la Bolivie et l'Argentine. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felton ne sont que les plus célèbres exemples de la lutte menée pour la remunicipalisation. Le retour de l'eau en régie publique est en train de devenir une tendance mondiale. Par exemple, en Italie, la mobilisation pour un référendum national contre la privatisation de la distribution d'eau imposée par Berlusconi remporte un franc succès. En Allemagne aussi, là où l'on a fait l'expérience de la privatisation, la tendance est à la remunicipalisation. Par exemple à Stuttgart, où après la tenue d'un référendum, une large majorité du conseil municipal a décidé de remunicipaliser la distribution d'eau exploitée par une filiale d'EDF, lui-même actionnaire de Veolia. Un référendum s'est également tenu à Berlin. On a découvert que Veolia et le groupe énergétique allemand RWE avaient pris le contrôle des affaires par le biais de contrats confidentiels. Avez-vous entendu parler du référendum? Avec votre facture, vous financez les profits des multinationales. Dites non au prix élevé de l'eau à cause de la privatisation et des contrats confidentiels. Apportez votre soutien au référendum pour dénoncer ces contrats confidentiels. Mais c'est en France, pays d'origine de Veolia et de Suez, que la vague des remunicipalisations est la plus impressionnante. De retour à Paris, 2010. Voilà, 6 mois après, nous sommes en gestion publique de l'eau à Paris. Pendant 25 ans, nous avions des délégations de services publics confiées à Veolia et à Suez pour la distribution. Nous avons fait le choix de reprendre sous maîtrise publique tout le service de l'eau à Paris. Ce fut une grande décision, assez historique pour le service de l'eau. Les 2/3 des contrats passés entre les sociétés privées comme Veolia et Suez et les villes viennent à échéance dans les 4 ans qui viennent, donc dans le mandat des conseillers municipaux élus en 2008. Donc il y a un enjeu politique très important, notamment à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brest, Montbéliard et Marseille. Et le cas de Lille, dernièrement, on en a assez des prix de l'eau qui montent, on en a assez de la corruption, des conflits d'intérêts qui règnent dans ces marchés publics de l'eau, qu'il y en a assez de cette opacité et qu'aujourd'hui, vraiment, le retour au service public est possible.